identifier votre marque et on a lancé, c'est pour ça qu'on a changé de nom l'année dernière, on s'appelle FIPI, pour tout rassembler sous la même marque, sauf certaines entités, Privalia, qui étaient très fortes sur leur marché en notoriété. Oui, parce que c'est vrai que votre privé, c'est très limitant. Ah oui, en termes de nom, mais parce que c'était pas, ils ont créé ça et ça plaît. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pendant que les derniers s'installent, on va attaquer parce que le timing ici doit être respecté scrupuleusement. Merci de vous être d'être venus si nombreux pour cet atelier, même s'il n'y a qu'une chaise sur deux, mais vous êtes quand même nombreux, ça fait plaisir. On vous a convié à un atelier cette année avec l'équipe Hatch et nos deux invités, ce qui se veut, alors qui est très prometteur quand on dit 100 jours pour tout changer et grand décollage. On a 45 minutes, donc on va vous donner quand même quelques éléments, mais on souhaite surtout que ce soit un échange concret, pratique, et donc on a convié pour cela nos deux invités que je remercie chaleureusement de s'être jointe à nous, Muriel Vuong, qui est Sustainability Director chez VP, vente privée, ex-vente privée, qui s'appelle dans VP. Merci. Katarzyna Wisniewska, qui est directrice RSE Europe et Middle East pour Sephora, après déjà une longue expérience de direction Sustainability auparavant, chez Nespresso notamment. Et elles vont vous parler de leur expérience face à ce grand enjeu, ce grand challenge qui consiste à faire bouger les lignes et transformer les entreprises qui ont le point commun d'être dans la distribution, toutes les deux. Donc il y aura peut-être des points spécifiques là-dessus. Merci à vous deux. Bon voilà, ça fait quelques années, hein, ça fait 11 ans pour Hatch et un peu plus en ce qui me concerne que nous sommes face à ces sujets d'engagement dans l'entreprise, transformer les entreprises pour faire en sorte que les entreprises soient les acteurs du changement. Ce qu'on voit, c'est qu'en 20 ans, il y a eu des changements. Le rapport à ces sujets a évolué. On est passé d'engagement d'entreprise qui était plutôt philanthropique, humaniste, qui était voilà, beaucoup du charity de la part des entreprises, progressivement à une RSE qui était un peu boring, un peu réglementaire, il faut y aller mais on n'a pas envie, qui était, voilà, bon, bah, il faut en faire mais ce n'était pas au cœur du business, vers de plus en plus une RSE qui est du business et qui est 100% même de plus en plus du business. Cette transformation, elle est assez forte. Alors dans les circonstances actuelles, il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'il faut continuer, pas continuer, revenir en arrière? Est-ce que la RSE va s'arrêter? Voilà. Bon, le salon témoigne quand même que c'est un sujet qui continue à intéresser beaucoup de monde. Mais on pourrait se poser la question. Alors il y a plusieurs succès qui sont là pour nous montrer de plus en plus et de plus en plus fréquemment et sur de plus en plus de marchés que oui, la RSE ça marche, que oui, la RSE c'est du business et que concilier business et engagement, non seulement c'est possible, mais en plus c'est là souvent clé de la croissance, du leadership et de la conquête des marchés. Alors des exemples, vous en avez mis quelques-uns là. Voilà, C'est qui le patron, Respire, Back Market, et puis des succès internationaux avec des chiffres assez impressionnants qui montrent que, voilà, par exemple, les marques engagées, les marques qui mettent le purpose au cœur de leur discours, surperforment. Elles croissent 69% plus vite que les autres. Et elle délivre 75% de la croissance, par exemple, chez Unilever, au point que dans des groupes comme cela, la question est posée de savoir si on va garder les marques qui n'ont pas de purpose, et a priori, ils vont se concentrer principalement sur ces marques-là et uniquement sur ces marques-là. Alors la question du Covid et de la crise qu'on traverse actuellement, enfin des crises, je devrais dire, pourrait poser la question. Il y a des mouvements concomitants de certains projets qui sont retardés, des gens qui disent bah, c'est plus la priorité parce que la priorité c'est le business, comme si c'était antinomique. Il y a 40% des entreprises qui disent voilà, qui vont retarder ou réduire leurs investissements sur ces sujets environnementaux. Et puis il y a les autres, et il y a notamment de plus en plus de convictions, en tout cas partagées par beaucoup, dont on fait partie, que la RSE, que le questionnement sur sa raison d'être, sur son impact en tant qu'entreprise, en tant que marque, c'est un facteur de stabilité. On savait que c'était un facteur de croissance, de réponse à des enjeux comme la fuite des talents, comme la perte de clients, comme l'érosion des marges. Eh bien, on voit aussi que c'est un facteur de stabilité dans des temps d'incertitude aussi forts que ceux que nous sommes en train de traverser. Et puis, cette crise, c'est aussi des opportunités nouvelles et encore plus fortes. C'est une accélération des opportunités, j'ai envie de dire. D'un côté, il y a des entreprises qui sont plus fortement pointées du doigt parce qu'elles manquent d'éthique. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein. On voit, il y a des chiffres qui montrent que 97% des gens disent qu'ils sont prêts à boycotter une marque s'ils considèrent qu'elle se comporte mal. On a vu ce qui a pu se passer avec des polémiques, notamment sur Amazon ou d'autres. Et puis d'autres qui ont été particulièrement plébiscités parce qu'en temps de crise, évidemment, on est en attente d'une réponse d'un certain nombre d'acteurs, et en particulier des entreprises. Donc celles qui ont pris des initiatives, celles qui sont montées au créneau, ont été saluées et ont été appréciées par leurs clients, par leurs parties prenantes, comme étant présentes, répondant présents et les aidant à traverser cette crise.
Et puis, il y a aussi des opportunités liées au pouvoir public, au gouvernement, à l'environnement dans lequel on baigne, avec un certain nombre d'investissements inespérés qui arrivent sur ces sujets, avec l'éco-conditionnalité pour les financements de l'État, c'est-à-dire oui, on va vous financer à condition que... et donc, on voit que peut-être que plus que jamais, on est dans un environnement où s'engager, mettre la RSE comme une des priorités, ou voire la priorité structurante de son business, on pense en tout cas, on espère que vous pensez la même chose, que c'est plus pertinent que jamais. Alors une fois qu'on s'est dit que c'était plus pertinent que jamais, reste la question du comment, et je pense que c'est peut-être pour ça que vous avez passé cette porte, et on tombe dans des problématiques qui peuvent être très concrètes, très opérationnelles, très quotidiennes, et c'est pour ça que j'ai souhaité convier Muriel et Katarzyna pour nous partager leur quotidien, nous partager leur expérience dans leurs entreprises respectives, qui ont des niveaux d'engagement différents, des histoires différentes, mais qui ont en commun d'essayer de faire bouger les lignes dans leur entreprise et qui ont une prise de conscience forte que ce sujet est un sujet structurant pour la suite et qui pourront témoigner, je l'espère, que c'est un succès qui, en plus, c'est un sujet qui continue à accélérer. Voilà, donc je vais vous passer la parole parce que j'ai déjà trop parlé et vous demander, pour commencer, de vous présenter, d'en dire un peu plus sur vous, votre parcours et votre entreprise, s'il vous plaît. Est-ce que, Katarzyna, tu veux bien commencer ? Donc, bonjour à tous. Effectivement, la RSE, c'est un sujet qui est dans l'entreprise qui a une place particulière parce que souvent, c'est des gens très passionnés qui l'exercent. Donc, moi, j'ai effectivement effectué des missions chez Nespresso pendant plusieurs années autour de recyclabilité des capsules et sur la problématique d'agriculture durable dans le café. Depuis 2 ans, j'occupe le poste de la direction RSE dans une entreprise Sephora qui a cette particularité qui est à la fois une entreprise de retail avec plus de 2000 magasins dans le monde et qui est aussi une marque propre puisque Sephora produit un grand nombre des produits vendus sous marque Sephora. Et donc, il y a cette problématique des marques propres qui est différente de celle d'un retailer. Muriel ? Alors, bonjour à tous. Alors moi, je suis un petit peu plus jeune dans la RSE, on va dire, en expérience. J'ai un parcours marketing-communication, événementiel même. Et donc, je suis partie à un moment donné, il y a 3 ans, avec mon sac à dos. J'ai fait un break. Et quand je suis revenue, je me suis dit, je voudrais inscrire quelque chose de plus durable. Et donc, je l'ai fait aussi dans mon métier. Et la RSE chez VP... On n'était pas forcément, pour le coup, c'est ce que tu disais, Alexis, on était plutôt sur un stade réglementaire de la RSE. Donc, bien sûr, on répondait à la réglementation. Et l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait l'inscrire dans la stratégie de l'entreprise en définissant quelle était la RSE de VP. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait avec Hatch pour commencer. Et finalement, la thématique m'a plu aussi parce que l'année dernière, j'étais à votre place et avec mon petit carnet en me disant comment est-ce que je vais faire pour mettre en place tout ça. Et puis aujourd'hui, je suis là et donc je suis ravie. Merci beaucoup. Merci à toi. Avant de passer à la question suivante, j'avais oublié de vous rappeler en introduction, mais vous avez des petites fiches sur vos chaises qu'on vous demande si vous le voulez bien de remplir. Alors, il y a des questions auxquelles vous pourrez répondre qu'à la fin de l'atelier, notamment celles qui concernent la qualité de l'atelier. Mais pour toutes les autres, vous pouvez déjà commencer parce qu'on va être un peu précipité sur la fin. Donc, n'hésitez pas à les remplir. Ça nous sera très utile pour la suite. Alors, est-ce que, pour rentrer dans le concret vraiment directement, là, est-ce que vous pouvez nous raconter au moment où vous avez été recruté, où on vous a attribué pour Muriel une mission RSE alors que vous n'étiez pas là pour ça au départ. Vous étiez là depuis longtemps dans l'entreprise, mais pas à ce poste-là. Ça a été quoi votre position ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Est-ce que vous avez posé des questions quand on vous a demandé de vous occuper de la RSE dans votre entreprise ou de venir dans votre entreprise vous occuper de la RSE ? Quelle position vous avez adoptée ? Alors, en effet, moi, ça faisait 10 ans que j'étais déjà dans l'entreprise et d'avoir une connaissance de l'entreprise, de son organisation, de son fonctionnement, une entreprise comme VP, c'était hyper intéressant et hyper important, je pense, pour construire ensuite la RSE adaptée à notre modèle. Alors, la première chose qu'on fait, c'est un état des lieux pour savoir déjà qui on est. On venait de faire des acquisitions de marques de concurrents à l'étranger. Donc, qui on est aujourd'hui, afin ensuite de construire quelque chose qui soit vraiment approprié et une stratégie qui soit légitime par rapport à ce qu'on voulait mener. Et ensuite, concrétiser les projets. Voilà. Mmh. Est-ce que tu as posé des conditions au fait de t'occuper de la RSE chez VP ?
Je leur ai dit que je pouvais le faire. Donc tout est possible. Très envie, quoi. Voilà, vraiment, je pense que à la fois c'est l'engagement qui est important parce qu'effectivement il faut qu'on y croie. Il faut être hyper positif et arriver à engager les autres. Alors après, pour le coup, la RSE chez nous c'est pas un sujet de communication, mais le fait d'avoir déjà une expérience aussi en communication, en gestion de projet, en création d'unités chez nous, ça m'a certainement aidé. De connaître aussi les personnes, de pouvoir activer les bonnes personnes au niveau du CODIR, du COMEX, en interne, en externe, toutes les parties prenantes, c'était important aussi. Toi, Katarzyna, tu n'étais pas prête à venir à n'importe quelle condition. Tu voulais que la RSE soit un vrai sujet. Eh bien, moi, je effectivement connaissais pas grand-chose à la cosmétique en arrivant chez Sephora. Et puis, c'est vrai que c'était une entreprise qui avait dans la RSE une histoire, un parcours qui était principalement dédié à ce que tu appelais la RSE 1.0 d'il y a quelques années où effectivement on essayait de faire moins mal, donc de réduire des impacts, de s'occuper donc à partir d'un bilan carbone qui est établi vers 2015, de principaux postes, les magasins, la livraison, donc des très gros investissements sur la rénovation pour diminuer la consommation d'énergie. Aussi presque de l'audace dans la mise en place de livraison électrique en ville, où ils étaient carrément pionniers. Et puis les volets sociétal, où Sephora était plus dans une démarche de solidarité, des actions finalement d'empathie envers les femmes. Et donc quelque chose qui était extrêmement fort en termes de moyens qui étaient mis en place, mais qui ne donnait pas du tout une visibilité ni adhésion ni des collaborateurs, ni des clients, ni des marques qu'on distribuait. Donc, en quelque sorte, je ne pourrais pas dire pas dans les business, parce que quand on touche au magasin, c'est quand même très proche du business, mais quelque part, une stratégie à côté. Et donc, moi, dans tout ça, étant à votre place il y a quelques années, il y avait une phrase d'Elisabeth Laville de Cabinet Utopie qui m'a marquée, qui disait les développements durables, s'ils ne changent pas l'offre, ils ne servent à rien. Et en fait, c'est cette optique-là, surtout dans une entreprise B2C. J'en conviens que ce n'est pas une vérité absolue dans toutes sortes de business, mais c'est vrai que dans une entreprise B2C, si les développements durables au XXe siècle ne changent pas l'offre, c'est quand même un petit problème. Et je pense que mon arrivée chez Sephora était clairement menée par cette volonté de comment faire en sorte à ce que cette RSE soit appliquée à ce qu'on produit la marque propre et ce que propose l'enseigne. Et je pense que tout comme Muriel, moi j'ai un parcours pas du tout scientifique. Je viens du monde marketing et des communications. Et c'est vrai que quand on combine une démarche marketing client, compréhension finalement de toute la mécanique des créations de valeur dans l'entreprise, avec 10 ans que j'ai passé à comprendre les métiers de la RSE, c'est là où les choses vont un tout petit peu plus vite. Ok, donc toi, ce dont tu as essayé de t'assurer, c'est que ça allait toucher à l'offre. Oui. Et donc on était bien dans une RSE transformative, et que ça ne limiterait pas à la compliance. Est-ce que tu peux nous raconter les premières actions, les premières semaines, les premiers mois, enfin, voilà, comment tu as choisi tes priorités et tes combats, puisqu'on ne peut pas tout faire? Bon, là encore, contrairement à Muriel, moi je suis arrivée dans un secteur que je ne connaissais pas et qui n'est pas d'une clarté finalement très transparente. Et c'est vrai que bien comprendre les business, ça reste un must. Et aujourd'hui, ce qui est positif du côté de la RSE, c'est que il y a 10 ans, on parlait pour commencer à parler de la RSE, on parlait de ce qu'on a appelé l'exercice des matérialités. C'est-à-dire, pour chaque secteur, on essayait de voir quelles sont les attentes des différentes parties prenantes et quels sont les impacts réels, surtout sur la partie développement durable, où effectivement la quantification des impacts est assez poussée. Et aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des secteurs, notamment en grande consommation, sont balisés.
C'est-à-dire, vous arrivez, vous passez un certain temps à lire, à poser des bonnes questions aux bonnes personnes. En espèce de 3 mois, vous avez une vision des enjeux du secteur. Et après, il y a la particularité de l'entreprise dans laquelle vous êtes, parce que le secteur, c'est une chose. Et puis, dans l'entreprise, ce qui est hyper important, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle sait faire, hein. En fait, elle a certainement des pépites cachées quelque part dans l'organisation, des gens qui se sont déjà frottés à l'éco-conception, des gens qui ont une appétence pour les sujets sociétaux. Donc, il faut récupérer ces bonnes pratiques pour dire, mais en fait, vous savez déjà faire, vous avez déjà fait, et amplifier finalement ces mouvements. Et après, il faut bien évidemment benchmarker les concurrents, parce que qui dit ramener ça dans les business, il y a à un moment donné une problématique de l'avantage concurrentiel, c'est dire qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'entreprise réussira en plus d'être en diminution de ses impacts dans la compliance réglementaire, créera de la valeur pour la marque. Et c'est en ça où j'utilise souvent un proverbe africain, où j'ai dit, quand on veut aller vite, il faut aller seul. Quand on va aller loin, il faut embarquer tout le monde. Le problème, c'est que dans les premiers 3 mois, il faut combiner les deux démarches, parce que les métiers de la RSE a cette particularité, c'est qu'on est peuplé des gens très visionnaires. On a une capacité à voir loin ce qui va se passer dans les 10 ans. On comprend les réchauffements climatiques, ça voudra dire quoi en 2050. On sent ces choses-là. Le problème, c'est que la plupart des gens dans l'organisation, ils sont dans leur quotidien, dans leur business opérationnel, chiffres à jour, semaine, quadrimestre, c'est déjà bien. Et du coup, on est un peu décalé avec, vous comprenez, mais il n'y aura plus de ceci, cela dans 30 ans. Oui, mais OK, qu'est-ce que enfin, moi, concrètement, comment je peux pallier à cette problématique? Et du coup, combiner ce qui relève des vrais enjeux à long terme et des actions qui vont prendre du temps à construire, avec des quick wins, des opérations où chacun s'approprie, où les résultats sont assez visibles. Je pense que c'est la combinaison des démarches qui fait une stratégie gagnante. Muriel, toi, quelles ont été tes premières actions? C'est hyper important, effectivement, d'arriver à avoir des quick wins. Et finalement, nous, la façon dont on a commencé à travailler ce terrain, c'est effectivement de faire une matrice de matérialité pour savoir quelles étaient les attentes de toutes les parties prenantes. Donc ça veut dire, pour nous, c'est les marques qui sont nos premiers clients, les membres. On a passé un questionnaire auprès de 3500 membres en Europe. Ça peut être la FEVAD, par exemple, la Fédération de la vente du e-commerce et de la vente à distance, les prestataires importants comme la Poste, et puis bien sûr en interne aussi, savoir ce qu'on attend de nous et qui on est. Et à partir de là, finalement, on se rend compte qu'aussi la RSE, parfois, c'est... bien sûr, il faut avoir une expérience technique, etc. Mais c'est aussi du bon sens. Et pour nous, c'est aussi continuer notre métier, mais le faire de façon optimisée. Si on veut optimiser nos transports, mettre moins de camions sur la route, ça va réduire les coûts, mais ça va aussi avoir un impact positif sur l'environnement. Donc, dans tous les domaines, pareil, au niveau RH, au niveau packaging, finalement, on regarde comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui, comment est-ce qu'on l'optimise, en mettant en plus du filtre business, ce filtre RSE. Et d'après cette matrice de matérialité, on a défini des territoires d'engagement, donc des attentes qui étaient importantes et pour nos parties prenantes, donc, et pour nous aussi, et on a défini des priorités qui sont aujourd'hui légitimes. Donc bien sûr, quand on travaille la RSE, ce qui nous vient naturellement, c'est maîtriser notre impact environnemental. Ça, c'est notre premier axe d'engagement. Et le deuxième, c'était autour de la seconde vie, favoriser la seconde vie, l'économie circulaire, qui finalement est quelque chose qu'on fait dès le départ. On a inventé, notre métier, c'est de redonner vie à des stocks qui étaient voués à la destruction. Mais sans le savoir, on était déjà dans l'économie circulaire. Donc comment est-ce qu'on va plus loin aujourd'hui sur tout ce qu'on fait pour aller sur cette notion de seconde vie? Et puis le troisième, c'était autour donc, de la partie plutôt sociétale, la diversité. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est propre aussi. On a une grande diversité de métiers, du fait de nos différents profils également, de notre implantation en Europe. Comment est-ce qu'on travaille la diversité? Et plus loin encore, tout ce qui va être le management de talent, le bien-être des collaborateurs, la sécurité au travail, etc. Donc sur ces 3 grands axes,
Ensuite, ça c'était le premier step, définir quels sont nos engagements de façon chiffrée, datée, et ensuite engager tout le monde dans cette démarche. Ça t'a mis combien de temps, ça, si tu dois timer un peu ce travail, entre rentrer dans le sujet, interroger les parties prenantes, faire une matrice de matérialité, définir ton territoire d'engagement, tu dirais qu'il y en a eu pour combien de temps Je dirais un peu moins d'1 an. Ce qui est plutôt rapide pour une grosse structure qui fait 6000 personnes et 3 milliards de chiffre d'affaires. Donc, mais encore une fois, on a un patron et on est finalement engagé, mais sans vraiment le mettre dans notre stratégie d'entreprise. Donc il y a des choses, il y a des partis pris qui sont liés aussi à Jacques-Antoine Grandjean, notre PDG, aux collaborateurs qui ont envie aussi de faire bouger les choses parce que ça donne du sens, mais sans que ce soit structuré. Donc l'idée, c'était déjà de partir de l'existant, de structurer de la démarche, de se donner une vision et d'aller vraiment plus loin avec ensuite des engagements qu'on va pouvoir suivre avec des KPI, parce qu'évidemment, il va falloir à chaque fois aussi montrer où on en est, piloter cette activité RSE. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on a structuré cette démarche. Souvent, ce qui apparaît quand on s'empare de ces sujets ou qu'on cherche à accélérer, c'est qu'on a l'impression qu'il faut tout faire, mais qu'on ne peut pas tout faire. Et il y a vraiment un enjeu de priorisation et de hiérarchisation des sujets qui est clé. Katarzyna, toi, tu as un exemple intéressant pour l'illustrer, tu as un budget, voilà, c'est ce qu'on accepte, ce qu'on peut dégager comme budget sur une année. Tu as dû choisir sur quoi le mettre. Tu n'as pas mis un peu partout, tu n'as pas saupoudré, tu as décidé de le consacrer à quoi, ta première année ? Eh bien, c'est vrai que la problématique que j'évoquais entre une marque propre et la partie enseigne relève finalement des enjeux et des leviers très différents. J'ai tout de suite senti dans les équipes de la marque propre une terrible envie de modifier l'offre, et donc je savais que ça allait de soi, que la démarche telle que l'a décrit Muriel, donc très, très efficace, qui consiste à cerner les enjeux, à emmener tout le monde autour d'un séminaire, se poser la question qui on est, où on va, etc., va être assez facile. Et dans ces cas-là, le budget est juste consacré à organiser cette démarche. On n'a pas travaillé avec Hatch, mais une agence très proche dans les profils sur cette problématique-là. En revanche, sur l'enseigne, j'ai pédalé dans la choucroute. En fait, en écoutant les gens, eh ben oui, mais tu comprends, les grandes marques, elles ne sont pas prêtes, les consommateurs, ce qui va, c'est ci, c'est là. Et puis, je me suis dit, mais on ne doit pas lire les mêmes médias, ou pas les mêmes infos, pas les mêmes sentiments quand on va sur les terrains. Et du coup, là, sur la partie enseigne, je me suis dit, la maturité pour aller vers cette schéma de co-création n'est pas acquis. Et là, il fallait que je fasse, comme un service d'études, une vraie enquête consommateur sur les 4 grands marchés pour finalement mettre l'entreprise en face des réalités et de se dire, en fait, vous pensez que les clients pensent ceci, mais quand on gratte vraiment, voilà ce qui se dessine. C'est intéressant parce qu'en tant que directrice RSE, ton fait d'arme de première année, ça a été d'interroger les clients, quoi. Mais c'est... Pour la partie enseigne. Et même dans une même entreprise, on peut combiner les deux façons de faire. Et ça a marché, ça? Tu as convaincu grâce à cette étude? Enfin, ça a apporté des inputs vraiment... Aujourd'hui, il y a effectivement indiscutablement un consensus sur ce qu'attendent les clients. Donc, encore une fois, les clients, ce n'est pas la seule partie prenante, et loin de là. Et je mesure les mots parce qu'effectivement, je suis très attachée à ce que la RSE ne devienne pas panache de ce qu'on appelle du greenwashing ou de la communication, qui était aussi, à un moment donné, des grands mots. C'est vrai qu'il faut toujours faire très attention à ce que les enjeux réels, tels qu'on les matérialise, soient respectés, mais la perception client est tout aussi importante. Et moi, par exemple, dans l'arrivée de la cosmétique, alors que je venais d'un groupe qui travaillait sur la nourriture, j'étais extrêmement... c'était pour moi flagrant. Par exemple, le bien-être animal. Le bien-être animal, ça ne sort pas des bilans carbone, ça ne sort pas des ACV. Et pour les consommateurs, c'est la même chose. En fait, il me dit, mais vous ne pouvez pas me parler des naturalités ou des plantes sans me parler des animaux. Et donc, c'était des notions qui étaient très embriquées. Et c'est vrai que poser un certain nombre de vérités permet aussi de concilier finalement ce discours
très scientifique, très réfléchi, mesuré, avec les mots, sentiments et puis les dynamiques marché. Alors, vous dites que l'une comme l'autre, là, je retiens deux choses. Comprendre ces enjeux, les prioriser et puis faire des choix. Enfin, essayer de faire ressortir les enjeux prioritaires au regard de ce que perçoivent les parties prenantes. Voilà, ça, c'est un élément fort. Et puis, le deuxième, vous dites arriver à embarquer l'interne, quoi, qu'il est peut-être plus ou moins. Mais dès le début, essayer d'avoir tout le monde à bord, sinon on va galérer, quoi. Enfin, si je résume. Muriel, tu peux raconter un peu comment tu as fait pour embarquer l'interne ? Ça donne tout de suite du sens en fait d'embarquer l'interne et ça nous aide vraiment dans les projets parce que pour moi la RSE c'est pas juste la RSE justement, c'est toute l'entreprise qui doit s'y mettre et donc c'est grâce à toutes les personnes de l'entreprise qu'on travaille à la logistique encore une fois, qu'on travaille au packaging, qu'on travaille aux services généraux et c'est ces personnes-là que je dois convaincre et finalement on se rend compte en commençant à insuffler une culture RSE en interne que ça donne du sens et que tout le monde veut s'y mettre. Et parfois, les projets viennent aussi. Et c'est là qu'on a gagné. Les projets viennent de l'interne plutôt que de l'équipe RSE. Donc, on a commencé avec la com interne à travailler. Alors, en plus, c'était au moment aussi où on a tous été en télétravail. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. On n'a pas pu faire de séminaires et se retrouver. Mais en tout cas, on a commencé à faire des communications, à parler aussi de toutes les attentes, je dirais, citoyennes avant tout. Et puis petit à petit, en travaillant sur les projets et en sortant des quick wins, ça nous a permis de dire « Ah oui, tiens, là, il se passe quelque chose. Et effectivement, c'est possible. Et donc, on va aller plus loin et regarder ce qu'il y a derrière et ce qu'on veut mettre en place derrière. » Donc ça, c'est important aussi. Tu as quelques exemples comme ça de quick wins encore que tu as en tête ? Alors, il y a quelque chose aussi dont on a parlé l'année dernière. Et effectivement, quand on commence à mettre le sujet sur la table de RSE, souvent les gens disent ah oui, déjà commencer à enlever les gobelets en plastique de l'entreprise. C'est pas un sujet hautement stratégique, mais effectivement, c'est assez visible et on se rend compte que finalement, c'est pas si simple de supprimer les gobelets en plastique dans une entreprise. Parce qu'il faut penser ensuite à qu'est-ce qu'on propose à la place et comment on les lave. Et enfin, bon, ça devient une usine à gaz. Mais ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on a retiré et qu'on a mis quelques mois à retirer. Et puis après, on s'est aussi beaucoup attaché, parce que forcément, en faisant toute cette matrice de matérialité, ces territoires d'engagement et ces engagements, pour nous, ce sur quoi on nous attend, ça va être le transport, le packaging et l'activité web qui sont vraiment génératrices. On a fait aussi un bilan carbone, bien sûr, qui sont génératrices de CO2. Et du coup, on a commencé à travailler sur le packaging. Comment faire en sorte que nos packagings soient de plus en plus responsables en augmentant, par exemple, la matière recyclée de nos packagings. En travaillant un peu aussi sur les idées reçues, parce qu'on a bien sûr beaucoup de cartons, mais on a aussi des enveloppes en plastique. Donc moi, au début, je suis arrivée en me disant peut-être qu'il faut supprimer les enveloppes en plastique. On ne peut pas tout de suite les remplacer par un autre matériau qui est très cher, parce qu'on ne peut pas arriver en RSE en disant déjà, je vais commencer en demandant un budget et des coûts supplémentaires, etc. Donc il faut le faire, voilà, faut apprendre et le faire de façon peut-être un peu plus en lien avec justement la stratégie de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est de dire, OK, on a des enveloppes en plastique. Finalement, c'est pas si mal parce que ça permet de réduire le vide dans les cartons et le poids. Donc, on met plus de commandes sur un camion et moins de camions sur la route. Comment est-ce qu'on optimise ensuite, justement, le chargement, le taux de chargement ? Et par rapport à ces enveloppes qu'on va conserver pendant un moment avant de trouver mieux, comment est-ce qu'on peut faire pour que la matière soit plus responsable possible ? Donc, effectivement, qu'elle soit recyclable, c'est une évidence, mais aussi d'augmenter la matière recyclée. Et donc là, on est passé de 0 à 100%. On va le faire petit à petit parce qu'on termine nos stocks, mais sur nos enveloppes en plastique. Qu'elles soient d'ailleurs blanches ou colorées. Donc ça va un peu altérer la couleur, mais c'est pas grave, on est prêt à assumer et à dire à nos consommateurs, voilà, la couleur, elle n'est pas tout à fait la même parce qu'on veut passer à 100% recyclé. Katarzyna, après 18 mois, ça fait un peu plus ? 2 ans ? Tu peux nous dire un peu où vous en êtes, surtout l'actualité chaude, parler un peu de ces chantiers qui ont progressé, ce qui est en train de sortir ? Je veux juste revenir en une phrase sur l'interne, parce que je pense que c'est effectivement quelque chose de très important, que j'ai mis du temps d'ailleurs à comprendre, parce qu'on pensait, on recrute un responsable à RSE, directeur RSE, ce qu'ils veulent le faire. Enfin, ils sont prêts à le faire, ils mettent l'équipe, budget, etc. Et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire, le fait qu'il y en a une personne, mais parfois, même s'il n'y en a pas une, ça n'empêche pas que les actions soient faites. Mais en fait, ce qui est pour moi, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'il y a un petit peu 3 îlots. Vous avez bien évidemment, premier îlot, c'est le top management. Et vous avez besoin d'aligner tout le monde. Mais vous avez besoin d'un sponsor
qui se dit, et même parfois d'être sponsor en fonction du sujet. Il y en a qui tient beaucoup à cœur son association, la vie associative. Il y en a un autre qui est un produit électrique, et puis, etc. Donc, c'est ces gens qui sont des visionnaires avec vous et qui porteront les bons messages. Mais en fait, ça, c'est sympa. Mais s'il n'y a que eux, ça fait un décalage entre les gens qui sont sur la Lune et ceux qui n'ont pas fait la valise pour monter dans l'avion. Donc, en fait, il y a ensuite donc, ce que j'appelle un îlot des alliés. Donc, les alliés, c'est les gens qui vont, opérationnels, vont lui dire « Ah, ça, laisse tomber parce que ça ne marchera pas. Mais en revanche, ça, c'est une excellente idée. Ça, en plus, avec contexte de 2-3 trucs, on pourra assez vite dégainer sur un projet. » Et après, il faut s'appuyer sur cette communauté que j'appelle la RSE du quotidien, des gens qui, c'est pas leur projet, c'est pas leur métier, mais ils sont sensibles, ils veulent faire partie de ces changements. Et justement, c'est ces gens-là qui vont vous parler des gobelets et pourquoi on fait pas, et pourquoi on n'élargirait pas les parkings à vélo, etc. Mais ce sont des gens que si jamais vous dites, dans les bilans carbone, ils ne se voient pas non plus, parce qu'honnêtement, c'est pas parce que vous avez changé. Nous, on a changé, on cite zéro plastique. Je n'ai pas l'impression que ça en fait une entreprise hyper engagée. Mais du coup, ces gens-là, il faut qu'ils aient l'impression qu'en anglais, on dit talk, qu'on walk the talk. Donc, c'est qu'on fait ce qu'on dit aussi aux autres et que dans le moindre détail, on essaye quand même à faire mieux. Donc, par exemple, grande parenthèse. Non, mais c'était très intéressant. Et sur les chantiers, en fait, j'ai mis à peu près 1 an à sortir la feuille de route de la marque propre, donc Sephora Collection. Sephora Collection, c'est à peu près 1200 références actives. C'est pas loin de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et vous avez des produits divers et variés. Vous avez tous les catégories classiques, maquillage, cheveux, corps, soins, plus les accessoires. Donc, effectivement, un portefeuille incroyablement complexe à gérer. Et en fait, sur cette feuille de route, on a commencé par faire ce qu'on appelait un chemin des produits, parce qu'ils s'identifient beaucoup par le chemin. Et ce qui était sympa, c'est qu'au départ, on a vraiment épulché tous les projets qui étaient déjà en route et d'essayer de sortir les histoires où, par exemple, je prends le rouge à lèvres, le premier rouge à lèvres en carton. Donc, c'est quelque chose quand même dans le monde des cosmétiques assez inédit, où ils ont supprimé tout ce qui est lest, parce que ce que vous ne savez pas, et ça, je ne savais pas non plus, c'est qu'il y a nombreuses marques des cosmétiques lestent des rouges à lèvres pour que ça fasse plus qualitatif. Et là où on se dit, il y a une petite matière à éco-conception, et ces gens-là, ils l'ont fait bien avant que j'arrive. Je leur ai rien. Et je dis, mais je saute dessus, j'ai dit, mais c'est incroyable, mais vous vous rendez compte, vous êtes un vrai game changer, etc. Ils me regardent, ah bon. Et tout d'un coup, ces gens-là, je dis, on a fait une présentation sur les bonnes pratiques d'éco-conception. J'en ai trouvé d'autres où, effectivement, ils ont supprimé des magnettes de toutes les boîtes cadeaux de Sephora. C'est vrai que ça semble aujourd'hui presque impensable qu'une boîte à cadeaux, quand vous l'équipez d'un magnète, en fait, vous la rendez complètement impropre au recyclage, même si c'est du carton. Donc, il y a eu des choses, je me dis, mais c'est phénoménal. Ça veut dire que les gens comprennent ce que ça veut dire éco-conception. Et donc, du coup, on a commencé à décider, à regarder les initiatives et qui ont permis finalement de dégager à la fois des compétences et des champs sur lesquels on pouvait se différencier. Et quelque part, le lancement de la première gamme des soins qui a eu lieu en octobre dernier, donc qui s'appelle Good Skincare, a été récompensé
par sa performance d'éco-conception, puisqu'il s'agissait d'une démarche holistique, formule, pack, et puis même la partie merchandising dans le magasin était complètement éco-conçue. Donc c'est vrai que ça a eu un tel succès commercial dans le monde que... Bon, je veux dire, la feuille des routes que je vous dévoile, elle déçoit. Donc, effectivement, aujourd'hui, avec les reculs, donc les engagements qu'on a pris, les gammes évoluent vers plus de naturel, vers un packaging qui à la fois est sobre et... donc, sont tous les suremballages nécessaires avec les contenus recyclés, les plastiques végétales, avec aussi une ambition de sortir du plastique vierge. Donc, on sent, il y a une émulation à Noël. Ils se disent, bah non, on fait les Noëls sans plastique, et puis c'est 70 tonnes en moins, et il y a une vraie feuille de route des réductions de chaque engagement. Donc j'ai un peu l'impression que le travail est presque fait parce que les gens se sont appropriés la démarche. Aujourd'hui, ils en sont acteurs. Bien évidemment, il y a plein de choses à faire parce que le développement durable est un chemin qui ne se terminera jamais. Mais il y a quelque chose de dynamique qui s'est implanté. Et même sur la partie enseigne, donc on a parlé de la fameuse étude qui a mis en évidence en début d'année qu'il faut y aller. Et même cette partie-là, finalement, allait très, très vite parce que d'ici fin septembre, vous allez découvrir dans tous les magasins Sephora en Europe une offre responsable. Donc, une démarche où on a dit aux marques qui ne sont pas la nôtre, écoutez, vous avez tous des actions et des initiatives pionnières sur la partie développement durable. C'est le moment de les mettre en valeur. Donc, on a créé trois catégories par rapport aux produits naturels, par rapport aux produits éco-conçus et les produits véganes avec ces volets bien-être animal. Et donc, plus de 1400 références qui seront donc taguées de manière permanente sur les sites e-commerce, de manière donc événementielle dans nos magasins courant octobre. Donc, voilà. C'est l'image d'après ou pas C'est l'image... oui, ça, c'était les prix de toute la gamme soins d'éco-conception. Et je pense que là, tu devrais avoir 3 entrées donc, dans la nouvelle offre. Encore une fois, parce qu'elle sera dévoilée en magasin dans 3 semaines. Mais le service presse m'a dit, bon, tu peux y aller. Et donc, voilà ce que ça veut dire concrètement quand les gens s'approprient. Ça veut dire que tous les sites, tout notre support e-commerce va se retrouver avec des pastilles, des produits qui sont flagués. Ça a 2 mérites. Premièrement, et c'est ce que les clients nous ont dit. Nous, on ne comprend plus rien. Les labels, les machins, enfin, personne s'y retrouve. Nous, on veut que vous nous aidiez à mieux consommer. Et ça, vraiment, cette phrase m'a percutée parce que ça veut dire OK, on ne porte pas tout, on ne peut pas changer tout du jour au lendemain, mais aider aux consommateurs de comprendre et mieux choisir. Donc, une forme de transparence et d'aiguillage était vraiment ce que j'ai posé à l'entrée de cette animation. Animation, c'est plus qu'une animation, finalement une catégorie de produits qu'on va intégrer. Et je pense qu'effectivement, c'est un responsable RSE comblé quand il voit que quasiment, première année, la marque propre et deuxième année, la partie enseigne, l'entreprise est embarquée dans la démarche. Je crois qu'on a une responsabilité aussi justement en tant qu'e-tailer ou retailer d'aider les marques à aller vers cette transition for good. Et c'est exactement aussi ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on n'est pas tous encore 100% super éco-responsables, etc. On est pour la plupart des marques encore en transition, à part quelques marques qui sont déjà inscrites depuis longtemps ou qui sont plutôt niches. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte comment est-ce qu'on peut aider les marques justement à faire cette transition en mettant en avant leurs bonnes initiatives. Donc c'est ce que tu disais. Nous aussi, on s'engage à avoir une vente responsable sur le site par jour. Au final, on en a déjà énormément. Il faut juste les identifier, les taguer par rapport aux membres. Les ventes bio, elles peuvent déjà considérer comme responsables. On travaille avec des Patagonia ou avec des Fago qui aujourd'hui sont sur le site
de façon totalement juste avec un catalogue produit, comment est-ce qu'on peut permettre à la marque d'exprimer ses engagements sur le site? Parce qu'on a une responsabilité par rapport à nos marques, et de la même façon par rapport à nos prestataires aussi, et on s'entraide beaucoup, et je trouve, et on en parlait au moment où on a préparé cette conférence, je trouve que c'est très intéressant dans cette activité parce que quelque part, il n'y a pas toujours de la concurrence. On est vraiment en train de travailler ensemble pour trouver des nouvelles solutions. Avec des commissions RSE à la FEVAD, avec des échanges qu'on peut avoir aussi pendant les rencontres ou dans les conférences. C'est vraiment de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller ensemble vers moins d'impact environnemental, vers du bien-être animal et autres. Et c'est vraiment ce qui rend aussi l'activité, je trouve, intéressante. Ce que je trouve hyper intéressant, ce n'était pas le thème de la conférence d'aujourd'hui, et ce sera l'année prochaine, peut-être on fera une conférence spécialement sur le retail, enfin sur le métier de distributeur. Ce qui est intéressant, mais ce qu'on peut peut-être dupliquer à d'autres sujets, c'est que parfois on se dit, mince, le cœur de ce qu'il faudrait changer, c'est là en fait. Ce qui aurait vraiment un impact, c'est là, mais je n'ai pas tout à fait la main. Et en tant que distributeur, c'est assez intéressant parce qu'on a ça avec d'autres distributeurs avec lesquels on travaille, de personnes qui disent, mais en fait, là-dessus, c'est pas nous. Nous, en tant que distributeurs, c'est quand même le client qui choisit au final. Donc nous, on est là pour avoir une offre, et puis c'est le client qui oriente. Et en fait, il y a un cap que vous êtes en train de franchir, que vous avez franchi, où ça devient proactif que de dire, ben non, on va vous aider, on va vous donner la main pour faire des choix qui, eux, sont au cœur de ce qui peut permettre d'avoir un véritable impact. Et ce que je retiens aussi, que je trouve intéressant, qui est presque bouddhiste dans l'approche, c'est que c'est cette idée, toujours, on dit oui, bon, les petits pas, des petites choses, mais vous avez bien illustré qu'à la fois, il y a des quick wins qui peuvent paraître symboliques, mais qui finalement font quand même bouger les choses. Il y a aussi se changer soi-même, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un travail sur soi, d'introspection, de révélation de sa raison d'être, mais aussi de changer des choses pour s'améliorer. Et à travers ton exemple, Katarzyna, de voir que tu as priorisé évidemment la marque propre, parce que c'est là que vous avez le plus la main. Et finalement, il y a un phénomène d'accélération qui est en train de contaminer toute l'offre. C'est assez intéressant, et ça montre aussi que il ne faut pas vouloir tout changer d'un coup, et en même temps, parfois, on peut être même agréablement surpris par la capacité d'entraînement des initiatives positives. Donc, c'est hyper enthousiasmant. Je veux laisser un peu de temps pour les questions. Je crois que vous pouviez le faire par le web, mais vous pouvez le faire aussi en levant la main. Et puis, comme vous n'aurez pas de micro, je répéterai ce que vous direz pour que tout le monde entende la question. Qui veut poser des questions? Est-ce qu'il y a eu des questions sur Allez-y en attendant. On les a... Ouais. Bonjour. Juste pour me présenter rapidement, moi aussi j'ai un parcours de marketing et business d'avant. Et cette année, j'ai décidé de me spécialiser dans la RSE en faisant un M2. Et du coup, les sujets retail m'intéressent énormément. Je travaille là-dedans aussi. Et du coup, ma question, c'est quelle est la vraie difficulté que vous avez rencontrée dans votre stratégie la RSE? Est-ce que ça a été de convaincre les dirigeants ou les actionnaires? Est-ce que ça a été la façon comment communiquer, pour bien communiquer aux clients sur cette nouvelle stratégie? Qu'est-ce que ça a été la grande difficulté, les freins que vous avez rencontrés? Je répète la question pour ceux du fond qui n'ont pas entendu, j'imagine. Non, mais c'est normal. Juste très synthétique, quelles ont été vos plus grandes difficultés? Est-ce que c'est plutôt convaincre l'interne? Est-ce que c'est communiquer vers l'externe? Enfin, où sont vos plus gros graviers dans cette longue ascension? Ça ne veut rien dire, un gravier dans une ascension. Alors, effectivement, ça peut être convaincre l'interne, mais généralement, en fait, quand on commence les échanges avec l'interne, on se rend compte que tout le monde est plutôt moins pour la RSE. On se dit, bah oui, forcément, on ne peut pas être contre la RSE. En revanche, ce qu'on entend souvent, c'est super, il faudrait le faire, mais j'ai pas le temps, j'ai pas les ressources, j'ai pas le budget, voilà. Et donc, c'est justement, je pense que la difficulté, c'est pas de convaincre, mais c'est de trouver des façons peut-être ingénieuses de faire passer les projets sans que ce soit perçu comme une contrainte. Déjà, rien que le mot RSE en soi peut être perçu comme une contrainte. Au départ, c'était, tu le disais, quelque chose qui était assez réglementaire. Donc, comment faire en sorte qu'on puisse engager les collaborateurs avec des projets qui rendent cette, finalement, transition for good, c'est beaucoup plus positif. Donc ça, c'est la première chose. Enfin, je ne sais pas après si tu as d'autres... et puis après, ça va être vraiment de structurer la démarche, de s'entourer de sponsors, effectivement, qui vont rester, qui vont faire avancer les projets, et de tout un tas d'ambassadeurs. Donc c'est en ça que la communication interne aussi est importante, parce que finalement, c'est
de ces ambassadeurs que vont pouvoir émerger aussi certains sujets. Et d'avoir à la fois un sponsor et un ambassadeur, et plus, après l'engagement de l'équipe RSE, on va pouvoir avancer et concrétiser certains projets. Voilà. Moi, ça va être plutôt, c'est pas les difficultés, enfin si, ça reflète des difficultés, mais très rapidement, 3 conseils. Je pense que ce ne sont pas des métiers faciles, parce qu'en réalité, un responsable RSE ne fait rien. Il fait faire aux autres. Et donc, il faut effectivement avoir une incroyable ténacité, adaptabilité aux interlocuteurs très divers dans l'organisation. Et donc, cette composante, effectivement, des stratégies d'influence, d'alliage et des compréhensions, ce qu'il y a dans tout ça pour l'autre, parce que c'est inhérent à la fonction, une forme d'optimisme permanent, c'est-à-dire les verres à moitié plein tout le temps, parce que sinon, en fait, les découragements peuvent être faciles. Parce que vous quand même faites renvoyer régulièrement sur tout un tas de sujets, et c'est pas grave, ça fait partie du job. Et puis après, il y a effectivement, je dirais, c'est une des fonctions qui est la plus ouverte en dehors de l'entreprise. Donc toujours se nourrir de l'extérieur pour ramener la lumière vers l'intérieur et dire, bah, regarde, il y a un tel et un tel. Donc s'acculturer et acculturer les gens, pour que l'entreprise qui a quand même tendance à se regarder en nombril, finalement, c'est dire, bah oui, c'est possible, ça porte ses fruits, c'est génial. Donc voilà, ça c'est plutôt bon, ça résume bien des difficultés qu'il y a derrière. C'est encore une question, oui, au fond, madame. Bonjour, alors moi ma question c'est, ne pensez-vous pas que la RSE devrait plutôt faire partie du COMEX et du CODIR plutôt que d'avoir des sponsors? Parce que je pense qu'aujourd'hui, si une société ne se comporte pas bien sociétalement ou durablement, cette société peut en fait disparaître. La RSE doit-elle, peut-elle être au CODIR, au COMEX, et plutôt que de se contenter de sponsors? Ça dépend, en fait, je pense, de l'organisation, de la structure de l'entreprise. Bien sûr, c'est important qu'elle soit au COMEX, mais ce qui est important surtout, c'est qu'elle soit dans la stratégie de l'entreprise, dans le plan strat de l'entreprise. Après, je pense que ça dépend vraiment de l'organisation de chaque entreprise. Je crois que j'ai à peu près la même réponse à faire, c'est-à-dire, bien sûr, vous avez raison que ça dépend de la culture d'entreprise et de la maturité où est la fonction. Honnêtement, je pense que c'était très visionnaire de la part d'un grand patron qui a dit un jour, il n'y aura pas de la RSE du tout dans l'entreprise, puisqu'elle changera le métier de chacun. Et donc, la RSE appliquée à un supply chain manager ou une responsable des recrutements n'a rien à voir. Et en gros, même moi, je suis un mouton à 5 pattes à s'occuper de 2 aspects, vous voyez ? Enfin, parfois, j'ai l'impression, on me parle des achats responsables, on me parle de la politique des diversités et du bilan carbone. Je ne peux pas être experte en tout, combien même je serai au COMEX. Donc, du coup, et je ne peux pas avoir les gens qui s'occupent de tout ça, logiquement, dans mon équipe non plus. Donc, c'est vrai que vous avez raison, peut-être des manières pragmatiques, au moment donné, pour avoir des bonnes décisions. C'est important que ça soit au COMEX, mais ce n'est pas un fin en soi. Parce que c'est une fonction par excellence et essence très transversale et qui devra, à terme, changer le métier de chaque personne dans l'entreprise. Très belle conclusion. Il me reste 3 choses à vous dire avant de rendre l'antenne. La première, c'est encore une fois de vous rappeler, si vous voulez bien remplir la petite fiche qu'on vous a remise, ça nous sera super utile. C'est toujours très précieux pour nous. La deuxième, c'est que nous, on adore les problèmes et les difficultés que vous pouvez rencontrer. N'hésitez pas à venir nous en parler de manière très ouverte sur notre stand. On est au stand PU 68.2, qui est le stand Bicorp, là, je crois, juste après. Et après, d'une manière plus pérenne sur ce salon jusqu'à ce soir, sur le stand PU 21. Venez nous parler simplement. On est nombreux de l'équipe à être là, à échanger sur vos difficultés, vos problématiques, vos enjeux, et on se fera un plaisir d'en parler avec vous. Et le troisième point, c'est de remercier Muriel Katarzyna d'avoir accepté notre invitation, de vous être prêté à cet exercice, d'avoir relevé ce difficile défi que de parler de la manière de s'engager les 100 premiers jours et après pour transformer son entreprise de l'intérieur. Mais c'était passionnant. Merci beaucoup et à bientôt pour la suite des aventures. Merci.